D'importantes inondations et des coupures de courant en Floride, balayées depuis ce mercredi par l'ouragan Ian. Un bateau de migrants a chaviré près de l'archipel des Keys. L'exode des Russes en âge de combattre continue. Plus de 260 000 personnes ont fui le pays depuis l'appel à la mobilisation. Les fuites des gazoducs Nord Stream au menu du Conseil de sécurité de l'ONU vendredi. Au cœur des soupçons, la Russie ouvre une enquête pour terrorisme. Des vents extrêmement puissants balayaient ces dernières heures la Floride, frappée de plein fouet par l'ouragan Ian. Accompagné de vents soufflant à plus de 185 km/h, Ian a touché terre mercredi sur la côte sud-ouest de l'État, provoquant d'importantes inondations et des coupures de courant. Près de 2 millions de foyers étaient ainsi privés d'électricité mercredi soir en Floride. Certaines villes comme Punta Gorda étaient plongées dans l'obscurité, tandis qu'à Naples et Fort Myers, des rues étaient entièrement inondées. Par ailleurs, près de l'archipel des Keys, les gardes-côtes étaient à la recherche de 20 personnes portées disparues après le naufrage d'un bateau transportant des migrants. Jusque-là classé en catégorie 4 sur une échelle de 5, Ian est redescendu au niveau 3 ce jeudi alors qu'il poursuit sa route à l'intérieur des terres en direction de l'Atlantique. Mais ces vents demeurent particulièrement destructeurs, préviennent les autorités. Les Russes qui fuient la mobilisation ne sont pas les bienvenus en Géorgie. Plusieurs dizaines de personnes ont manifesté mercredi près d'un poste frontière avec la Russie pour protester contre l'afflux de Russes arrivant vers ce pays du Caucase. Poutine est un terroriste, la Russie tue, pouvait-on lire sur certaines pancartes brandies par les manifestants. La Géorgie est occupée par la Russie, tout comme une partie de l'Ukraine. C'est pourquoi ils ne sont pas les bienvenus. S'ils veulent vraiment changer quelque chose et s'ils sont contre la guerre et la mobilisation, ils devraient régler ces problèmes chez eux. En Finlande, 7 à 8 000 Russes passent chaque jour la longue frontière terrestre. Bien que pays candidat à l'OTAN, la Finlande est devenue une nouvelle terre d'exil pour les Russes. Les gardes frontières s'inquiètent des files d'attente qui s'allongent nettement depuis une semaine. Ici, au poste frontière de Valima, le trafic a augmenté depuis mercredi dernier lorsque la Russie a annoncé la mobilisation partielle. Nous sommes actuellement à 40% d'augmentation du nombre de passagers. Le Kazakhstan aussi fait partie des pays d'accueil. Selon les autorités kazakhes, plus de 98 000 Russes auraient traversé la frontière depuis l'appel à la mobilisation. Pour faire face au problème, Moscou a annoncé mercredi que la Russie ne délivrerait plus de passeports à ceux qui sont mobilisés par l'armée. Les drapeaux russes flottent dans les territoires ukrainiens qui devraient être annexés par Moscou dans les prochains jours. Dans les régions de Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporijia, les autorités installées par Moscou ont proclamé la victoire du oui au rattachement à la Russie et demandent à Vladimir Poutine de formaliser ces annexions. La Douma, le Parlement russe, doit se réunir lundi pour analyser ces demandes. Puis Vladimir Poutine devrait proclamer, sans surprise, ces annexions. Sur la place rouge de Moscou, les préparatifs vont bon train. Le slogan « Ensemble pour toujours » est déjà imprimé sur des grandes bâches. Une scène avec grand écran a été installée. De son côté, l'Ukraine a promis de continuer le combat sur le champ de bataille. Kiev réclame des nouvelles armes pour chasser les forces russes de son territoire. La principale menace pour le président russe Vladimir Poutine après ces référendums est que si ces forces sont chassées de la ville de Liman, alors les nationalistes qui le soutenaient pourraient se retourner contre lui en estimant qu'il n'est pas capable de protéger des territoires russes, estime cet analyste. C'est pourquoi je pense que Vladimir Poutine ne se précipite pas pour annoncer que ces territoires font partie de la Fédération de Russie. Comme ce fut le cas en 2014 avec la Crimée, l'écrasante majorité de la communauté internationale, y compris l'Inde et la Chine, rejette la légitimité de ces référendums qui violent l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et de nombreux pays occidentaux ont déclaré qu'ils ne reconnaîtront jamais ces annexions. L'Union européenne envisage d'imposer de nouvelles sanctions en proposant notamment de plafonner le prix du pétrole russe et d'apporter de nouvelles restrictions commerciales à l'encontre de Moscou. Tous les regards sont tournés vers la mer Baltique. Il devient de plus en plus clair pour l'Europe que les fuites dans les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 sont dues à un acte de sabotage.
Lundi matin, plusieurs explosions sont enregistrées dans les eaux du Danemark et de la Suède avant que les fuites ne soient détectées. Cet incident survient alors que l'approvisionnement en gaz est un sujet central entre l'Europe et la Russie depuis la guerre en Ukraine. Les 3 fuites sont apparues simultanément à 80 mètres de profondeur sur Nord Stream 2 et à 2 endroits différents sur Nord Stream 1. À l'arrêt, les gazoducs contenaient du gaz pour maintenir la pression. Ce n'est pas un accident. Plusieurs explosions ont été observées en peu de temps sur plusieurs pipelines. Nous avons nos propres informations, mais nous avons également reçu des informations du Danemark. Et la conclusion de celle-ci est qu'il s'agit d'un acte délibéré. C'est probablement un sabotage. Alors que Bruxelles dénonce un sabotage inacceptable, tous les soupçons se dirigent vers la Russie, qui dément être à l'origine de ces fuites. Le Kremlin riposte et annonce l'ouverture d'une enquête pour acte de terrorisme international. Le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir ce vendredi à la demande de la Russie pour aborder ce sabotage présumé. Le Danemark a prévenu, il ne sera pas possible de plonger pour inspecter la zone endommagée avant 2 semaines, le temps que les intenses bouillonnements diminuent. Les conséquences de ces fuites sont également écologiques. Selon les estimations, au moins 200 000 tonnes de méthane pourraient se retrouver dans l'atmosphère, soit l'équivalent des émissions annuelles d'1,4 million de voitures. Une personne a été tuée ce mercredi en Belgique, à Merksem, dans la région d'Anvers, lors d'une fusillade avec les forces de l'ordre. Un échange de coups de feu mortels alors que la police procédait à une dizaine de perquisitions en lien avec un projet d'attentat terroriste planifié par des proches de l'extrême droite. Selon le parquet fédéral, cette opération a permis de saisir de nombreuses armes et des munitions. Le Portugal accélère sur le TGV. Le gouvernement portugais a annoncé ce mercredi le lancement d'un train à grande vitesse entre Porto et Lisbonne. Temps de trajet 1h15 au lieu de 3h actuellement. La construction commencera en 2024 et devrait s'achever après 2030. Au total, la liaison Porto-Lisbonne devrait accueillir 16 millions de voyageurs en 2031. Samantha Cristoforetti devient la première femme européenne à prendre les commandes de la Station spatiale internationale. À bord de l'ISS depuis avril, l'Italienne de 45 ans en a été nommée commandante. Elle succède au Russe Oleg Artemiev. Cristoforetti est une pionnière régulière. En juillet dernier, elle était la première astronaute européenne à réaliser une sortie dans l'espace depuis l'ISS. Le Portugal traverse une sécheresse impressionnante et doit optimiser l'utilisation de l'eau, notamment dans le secteur agricole, ont averti mardi les Nations Unies. À la fin du mois d'août, l'ensemble du pays était confronté à une sécheresse sévère ou extrême après 4 vagues de chaleur. La situation s'est améliorée avec les pluies qui sont tombées en septembre, sauf dans la région de Bragança, dans le nord-est, où la sécheresse continue. Nous sommes à Carazeta de Anciaes, l'une des municipalités portugaises les plus touchées par la sécheresse. Et la situation devient très problématique car cette localité est la principale productrice de pommes de la région. Cette année va être très mauvaise. Toutes les pommes sont très abîmées. Nous ne couvrons même pas nos dépenses. Il y a eu de la grêle, une tempête et puis nous avons eu beaucoup de chaleur et un manque d'eau. Nous n'avons pas pu nourrir les plantes. Tout était contre nous. Nous avons eu un été très chaud et très sec avec des vagues de chaleur, donc la croissance des fruits a été réduite, associée à la faible disponibilité de l'eau, ce qui a rendu cette saison assez dramatique et très mauvaise pour les agriculteurs. Luís Veiga produit normalement 400 à 500 tonnes de pommes par an. Cette année, ce sera beaucoup moins, la moitié tout au plus, avec des coûts qui ont augmenté. Ces fruits endommagés seront vendus pour faire des jus, de la compote, à 6 centimes le kilo. Le producteur espère trouver des solutions viables pour les prochaines années. J'espère qu'il y aura de l'aide pour faire de nouveaux bassins d'eau, de nouveaux investissements. Il faut beaucoup d'aide pour couvrir les arbres parce que sinon ce n'est pas possible. Parce que la grêle et les orages font de plus en plus de dégâts et c'est très difficile.